Donc, dans la foulée du cours d'avant-hier, où j'avais présenté le point de vue mésologique sur la langue en général, et en récusant la vision moderne qui considère que les mots sont projetés sur des objets de façon arbitraire, ce qui est une vision issue du dualisme. Et la mésologie récuse ce dualisme, récuse la notion de projection pour y substituer la notion de trajection, qui est un échange historique, nécessairement historique, et sur le très long terme, parce que ça s'enracine dans l'évolution. Donc ça se compte non seulement en siècles, mais jusqu'à des milliards d'années. Le rapport se déploie donc petit à petit selon un processus que j'appelle la chaîne trajective. Bien, donc ça c'était le propos d'avant-hier. Et le lien qu'on peut faire avec la question qui va nous occuper aujourd'hui du rapport de la langue à la terre, et particulièrement par la toponymie, les noms de lieux, je vais faire un petit détour. Au départ, les langues sont plus ou moins concrètes. Plus ou moins concrètes. Et justement, c'est une des choses qui prête à discussion, parce que d'un point de vue linguistique, elles sont toutes sur le même plan, mais du point de vue mésologique, elles ne sont pas toutes sur le même plan. Quant à la relation au lieu et à la terre. Par exemple, dans les principales langues européennes, l'usage du pronom personnel, qui n'existe pas dans toutes les langues, et en particulier le pronom personnel de la première personne, je, fonctionne d'une manière transcendantale par rapport au lieu et aux situations, puisque vous êtes je dans toute situation, en tout lieu et devant n'importe qui. Et il est intéressant de contraster cela à la langue japonaise où ça n'est pas du tout le cas. L'expression de la première personne, de ce que nous appelons la première personne, dépend toujours de la situation, de l'interlocuteur, etc., etc. Donc, il y a dans la langue japonaise, sous cet aspect, mais sous d'autres aspects aussi, une concrétude, puisque ça va avec l'expression de la personne, va avec les circonstances et le lieu, le moment et le lieu. Plus largement, donc, les circonstances. Je précise une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un déterminisme par la langue des faits culturels en général. Le rapport est beaucoup plus complexe et il va dans les deux sens. Et en fait, ça s'explique toujours pour des raisons historiques, c'est-à-dire par la contingence de l'histoire. Un exemple, dans la famille des langues indo-européennes, vous avez le sanskrit, entre autres, et le sanskrit a les mêmes caractéristiques fondamentales que le français, l'anglais, l'allemand, etc. C'est une langue à pronom, où il existe un pronom « je ». Dans l'origine indo-européenne, c'est « ego », comme en grec et en latin, mais en sanskrit, c'est « aham ». Mais bref, il y a bien un pronom « je », et pourtant, cette langue-là a exprimé, linguistiquement, une vision du monde fondamentalement différente de celle qui a dominé en Occident, et plus particulièrement dans le paradigme moderne, qui a accordé un statut transcendantal au sujet, qui a pu, de ce fait, devenir le sujet moderne, dans sa relation dualiste, à ce qui est devenu l'objet moderne, et non plus la relation d'échange trajectif et historique qu'on trouve universellement, mais que chaque culture interprète différemment. Et cette transcendance du pronom
je a donné lieu à... Elle a permis d'exprimer des choses qui touchent à tous les aspects de notre culture, et notamment à la religion. Et d'ailleurs, à travers d'autres familles linguistiques, dans la Bible par exemple, quand l'Éternel dit à Moïse « Je suis celui qui suis », je ne sais pas prononcer l'hébreu, il y en a peut-être parmi vous qui savent prononcer l'hébreu, c'est « Ehyeh Asher Ehyeh ». Je l'écris quand même. Alors, ça a été exprimé en latin, sum qui sum. Hein? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Qui a été commenté par le linguiste, le grand linguiste Émile Benveniste, de la façon suivante. Alors, ce qu'en a fait, ce qu'en a dit Benveniste, a été repris par un philosophe, Danny Robert Dufour, dans un livre paru vers 2005, si je me souviens bien, intitulé « On achève bien les hommes ». On achève bien les hommes. Alors, à propos de d'une formule de Benveniste, et EST, et je qui dit je, et je qui dit je. C'est-à-dire, pour être je, il faut dire je. D'ailleurs, on retrouve un des principes fondamentaux de la mésologie, c'est que l'humain, en particulier, tout sujet vivant, mais tout particulièrement le sujet humain qui dispose du langage, il est sujet prédicat de soi-même, sujet prédicat de soi-même, puisque ce que je suis substantiellement, quand je l'exprime par je, dans ce rapport-là, est le prédicat émis à propos de cette substance que je suis. On peut dire. Donc je suis sujet prédicat de moi-même. C'est ainsi que le sujet moderne a pu exprimer et en même temps construire sa subjectivité. C'est un processus qui ne cesse, au cours du temps, qui ne cesse donc de se construire. Et Benveniste a repris cela. Il n'a pas repris ce que je viens de dire de la mésologie, puisque c'est antérieur ce qu'il en a dit, mais c'est par allusion à quelque chose qui est bien plus ancien encore, à cette étrange formule de « je suis celui qui suis ». Alors voici le commentaire de Dufour. Je cite, « Benveniste a en somme attribué au sujet la définition autoréférentielle ou unaire, autrefois accordée au grand sujet avec un grand S, c'est-à-dire Dieu, je saute un passage, et « je » qui dit « je » est une proposition dans laquelle le prédicat consiste en une reprise du sujet, où le « je » se trouve défini par lui-même. Je saute un passage. En découvrant ce point de retour, Benveniste a découvert le point d'Archimède d'une nouvelle linguistique, celle de la parole, c'est-à-dire le point de bascule à partir duquel la langue se convertissait en discours. Un discours, c'est-à-dire un discours concrètement émis par un locuteur. Je rappelle en deux mots une critique que Bourdieu avait adressée à la linguistique saussurienne, c'était d'avoir fétichisé la langue en oubliant que c'était un discours émis socialement. Donc, Benveniste trouve, avec d'autres linguistes, hein, c'est toute une tendance de la linguistique du XXe siècle, avec Searle, Austin, Ducrot, Labrov, Grice, Jacobson et d'autres, bref, je saute, qui ont reconcrétisé la linguistique en montrant que la langue était nécessairement un discours émis concrètement par un locuteur. Donc, Jacobson, par exemple, va parler des embrayeurs, shifters, les embrayeurs qui font que il y a embrayage avec une personne qui parle. Par exemple, quand vous dites « je », justement, ça renvoie au locuteur.
Quand vous dites demain, ça renvoie à l'instant présent, c'est demain, à partir de maintenant, c'est ça un embrayage. Ici, on voit aussi là où se trouve le locuteur, etc., etc. Or, cette reconcrétisation de la langue par le discours et par la parole a fortiori, de ce point de vue, les langues ne sont pas sur le même plan. Il y en a qui sont beaucoup plus abstraites que d'autres. Et le français, avec l'exemple de ce pronom « je », qui est invariable, ça ne dépend absolument pas des circonstances. Quand vous parlez en français, vous dites « je » tout le temps, en toute situation, devant n'importe qui. En japonais, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous exprimerez votre « moi » de très diverses façons. Ça se compte par dizaines. Et encore aujourd'hui. Et avant Meiji, c'est-à-dire dans une société féodale, alors c'était encore bien plus. Donc le japonais est une langue beaucoup plus concrète que le français. Je vous ai, dans une séance précédente, rapidement commenté un exemple très simple. Quand vous dites, par exemple, en français, vous pouvez dire, sans problème, en français comme en anglais, en allemand, etc., Marie est triste. Marie est là, je dis Marie est triste. Vous ne pouvez pas dire ça en japonais parce que vous n'êtes pas Marie. Seule Marie peut le dire, parce que elle seule ressent ce qu'elle ressent. Et comme en japonais, on peut s'auto-désigner par son prénom, une petite fille notamment, une jeune femme peut dire Marie wa kanashi, c'est que ça, Marie est triste. Vous ne pouvez pas le dire, vous êtes obligé d'employer une autre formule, Marie wa kanashi soda, qui veut dire Marie semble triste. C'est-à-dire que moi, locuteur, comme je ne suis pas Marie, je ne peux que dire que Marie me semble triste. Donc vous avez un rapport SIP, c'est-à-dire sujet, interprète, prédicat, un rapport ternaire, et qui n'est pas le rapport dual, binaire, que vous avez en français, S et P. Marie est triste, ça se dit facilement, très bien, parce qu'en fait, le rapport est plus abstrait que dans ce rapport ternaire où il y a nécessairement prise en compte de l'existence du locuteur. I, c'est-à-dire l'interprète de la scène. Et cette concrétude de la langue japonaise, elle s'exprime aussi dans le rapport au lieu. Parce que tenir compte des circonstances, de l'ambiance, du milieu, qui aboutirait en somme, pour caricaturer un peu, pour reprendre cette formule célèbre de la Vulgate, c'est-à-dire la Bible en latin, en somme, la langue japonaise fonctionnerait comme un sum id ubi sum. Sum id ubi sum. Je suis cela où je suis. Je suis cela où je suis. C'est-à-dire, je suis, comme en plus, là, justement, l'expression de mon être en tant que locuteur, elle se diffuse dans l'ambiance. Et dans la langue japonaise, le terme de sujet ne convient pas, tel que nous l'entendons dans notre propre culture européenne, avec des langues indo-européennes. Et plutôt que sujet, il conviendrait plutôt de parler d'ambiant. Un ambiant qui est diffus dans l'ambiance, justement. Diffus dans l'ambiance. Il y a délégation de ma subjectivité aux choses qui m'entourent. Et c'est exprimé notamment par des principes de poétique, délégation aux choses, déléguer aux choses le soin d'exprimer ce que l'on éprouve. La culture japonaise en a eu conscience et l'a exprimé, cette tendance à l'ambiance, à déléguer l'être, déléguer l'être au milieu, et non pas le focaliser uniquement dans le sujet en tant que topos. Hein, c'est dans la kora, la hora. Voilà, ça c'est l'introduction.
Mais du point de vue de la poésie, cet aspect a été traduit par des notions et des usages tout à fait particuliers à propos des toponymes. On a dans la poétique japonaise ce qu'on appelle des makura kotoba. Kotoba, ça veut dire mot, et makura, ça veut dire oreiller. Des mots oreillers. C'est-à-dire qu'ils servent d'oreiller, c'est-à-dire qu'ils servent de support au poème. Et ça a dérivé justement en une notion qu'on peut appeler porte-poème. C'est utamakura. Utamakura, le même makura qui veut dire oreiller. Uta, ça veut dire poème. Donc un oreiller à poème, ça veut dire un porte-poème. Un porte-poème. Et dans le développement historique de cette tendance, on est finalement arrivé à des toponymes utilisés comme porte-poème. C'est des toponymes qui vont être appelés justement uta makura, uta poème, makura porte-poème, et ces toponymes vont devenir ce que la tradition appelle des meisho. Mais ça veut dire nom, un nom, N-O-M, mais so, ça veut dire un lieu qui a un nom, en somme un lieu renommé. Ce qu'on appellerait en français un haut lieu, un haut lieu. Un haut lieu, c'est un lieu chargé de prédicats, de nombreux prédicats, plus que les autres lieux. Et cette notion de meisho, de lieu renommé ou de lieu fameux, c'est devenu un genre de poésie qui s'est particulièrement développé au Moyen-Âge et qui a été étudié en particulier par Jacqueline Pigeot, une grande japonisante, dans sa thèse particulièrement Michi Yuki Bun. Michi Yuki. Bun, ça veut dire littérature. Michi, ça veut dire le chemin. Yuki, ça veut dire aller. C'est la littérature d'itinéraire. C'est-à-dire, c'est une littérature qui a joué sur ces meisho. Joué sur ces meisho parce que ces meisho, plus que de simples toponymes, deviennent un thème. C'est-à-dire tout ce qui est associé à ce lieu-là. Et un thème historique, un thème quelconque, qui motive, mobilise, émeut le lecteur ou la personne qui écoute. Au point que, historiquement, le thème va finir par l'emporter sur la fonction localisante ou localisatrice du toponyme. C'est le thème qui va devenir important, ce qui donne naissance à un genre de poésie qui peut nous paraître très bizarre, c'est-à-dire au début du poème, vous avez un toponyme. Puis bon, après ça continue sur un thème quelconque. Pour un lecteur français, enfin un lecteur européen, pour qu'est-ce que ça fiche là, ce toponyme? Je commence un poème par Corté. Voilà. Et puis ensuite, je vais parler d'un sentiment quelconque que j'éprouve. Dans la tradition, cela va s'expliquer parce que, au toponyme, par exemple, Corté, ou Corti, des faits historiques particuliers ou des histoires particulières. Par exemple, pour un lecteur français, quand on dit Parme, Parme, c'est une couleur, Parme, c'est aussi la chartreuse de Parme, etc. Ce n'est pas indifférent, un toponyme comme ça. Hein? C'est ce principe, mais qui a été systématisé dans la langue japonaise. Je vous lis un passage de la thèse de Jacqueline Pigeot. La géographie, c'est-à-dire le monde extérieur objectif, et le mental s'interpénètrent et se cautionnent mutuellement, se colorent l'un l'autre pour déterminer le poème, dont on peut dire que, dans son ordre propre,
Il échappe alors à toute gratuité. Que d'ailleurs le poète, parmi tant de sites, choisisse ceux qui ont statut de meisho, s'explique peut-être mieux dans cette perspective. Ne serait-ce pas par souci d'écarter plus radicalement encore la tentation de gratuité? Car le meisho n'est pas seulement fixé géographiquement, il est encore déterminé par une tradition rhétorique. Introduire un nom de lieu célèbre dans un poème, c'est prendre en charge cette tradition, c'est donc s'insérer délibérément dans un monde d'images et de correspondances. S'insérer délibérément dans un monde, ça, c'est ce qu'on appelle une cosmisation. Hein, ça s'insère dans un ordre. Et donc, le poème, effectivement, du coup, il est conforté, il entre vraiment dans un cadre qui me comprend moi-même, puisque le propre d'un cosmos, à la différence d'un univers objectal, le propre d'un cosmos, c'est de nous comprendre, nous existants, nous sujets existants, nous sommes compris dans ce cosmos et nous y avons notre place, par cosmisation justement. Et l'utilisation des toponymes meisho dans le poème joue justement là-dessus, systématiquement. Et la fonction évocatoire va donc l'emporter sur la fonction, disons, géographique, platement géographique. Au point que certains toponymes finissent par perdre leur localisation. C'est le cas particulièrement d'un toponyme célèbre parmi tous, c'est Ukishima. Ukishima, l'île flottante. Shima, ça veut dire île. Uki, c'est flotter, l'île flottante. Qu'on ne sait plus retrouver, on ne sait plus où c'était. On sait vaguement que c'était du côté de Matsushima, c'est près de Sendai, la baie célèbre de Matsushima avec ses îles. Une de ces îles était Ukishima, mais on ne sait plus laquelle c'était, on ne sait plus où elle est. Et il y a quelques autres toponymes dans ce sens. La tradition, comme toute tradition, elle s'est invétérée, elle s'est sclérosée, au point que vers la fin du Moyen-Âge, c'était devenu si systématique que vous aviez des poèmes comme un nommé Shotetsu. À propos de deux toponymes, Tatta, Yoshino. Le Tatta, c'était un lieu, un meisho célèbre pour les feuilles d'érable rouge à l'automne. Et Yoshino, un lieu célèbre pour les fleurs de cerisier au printemps. Donc, quand il était question d'érable rouge ou quand il était question de pétales de cerisier, on mettait Tatta ou on mettait Yoshino. Et interrogé à ce sujet un jour, Shotetsu dit, lui demandait où c'est, etc., pourquoi. Il disait, qui dit érable dit Tatta, qui dit fleur de cerisier dit Yoshino, et il suffit. Donc, vous voyez, le thème l'avait emporté sur la localisation. 3 siècles plus tard, Basso a fait il a eu une attitude inverse. C'était un grand marcheur, il a arpenté le Japon. Il a arpenté le Japon pour aller voir de ses propres yeux et avec ses propres pieds les meisho de la tradition, pour voir ce que c'était, pour ressourcer la poésie dans la terre. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'optique de la mésologie. Donc, se libérer du carcan d'une tradition devenue purement formelle et retrouver la réalité d'un milieu. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que nous allons avoir maintenant le plaisir d'écouter un vrai spécialiste d'une territorialité vécue
est plus proche de vous que le Japon. Merci. Merci Augustin. Eh bien, bonjour donc. Merci à Augustin Berg pour tout ce qu'il nous a appris. Et est-ce que vous m'entendez? Bien faut-il que je parle plus haut. Ce serait mieux. Bon. Alors donc, je disais tout à l'heure à Vanina Leoni qu'après lui avoir dit oui pour venir ici, je m'en étais repenti parce que je ne sais pas très bien par quel bout prendre les choses et par quel bout et comment vous en parler. Alors, un mot d'abord pour dire d'où viennent les réflexions que je vais vous proposer. Il y a déjà quelques décennies, j'avais rédigé un article sur dont l'objectif était d'essayer de rendre plus clair ce que la langue disait de la manière dont était perçu et organisé l'espace sur un territoire villageois, rural, en Corse. Et bien entendu, mon entrée était la langue. Alors ceci dit, j'étais parvenu à distinguer une première organisation que la langue disait, bien entendu, j'y reviens, j'insiste, une première organisation qui était des cercles concentriques à l'intérieur desquels évoluaient les individus. Et le cercle, le nucléus de ces cercles, donc le centre était la maison, à gaz. Et je prenais comme exemple à gaz, d'abord parce que la langue me semblait le dire, et aussi parce que on n'utilisait pas, pour dire ma maison, on n'utilisait pas de possessif. En Corse, on dit « est venu donc casa ». Il est venu dans maison. Il est entendu que c'est la mienne. Et autour de la maison, j'abrège, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Autour de la maison, il y a Abiaz, là aussi, privé, pas privé, etc. Bon. Et puis, autour de Abiaz, ce qu'on appelle Upaese. Là encore, Upaese n'est pas si simple, ce ne sont pas que les maisons, c'est aussi une représentation que l'on a qui est différente de la commune. N'oublions pas. Une commune, una comunità, una comuna, comme on dit aujourd'hui, peut être constituée de plusieurs paesi. Maintenant, on a pris l'habitude de dire des hameaux. À certains moments, on disait pacciali, poggi, mais enfin, bon, c'était paesi. C'est-à-dire qu'un groupe de maisons au sein duquel un groupe humain organise sa vie est un paese, qu'il soit autonome, administrativement parlant ou pas. Et puis, comment marquer les limites du paese? Eh bien, il y a une représentation qu'on ne voit pas, je veux dire qui n'est pas visible à l'œil, mais que l'on peut deviner, c'est les limites marquées par Egroge. Dans la plupart des villages, en tout cas ceux que je connais, sur chaque chemin et aujourd'hui sur chaque route qui conduit au village ou qui permet de sortir du village, il y avait une croix. La plupart du temps sur un promontoire, on a Boudio là. Et ces croix, comme elles étaient placées sur chacun des chemins, constituent une sorte de cercle qui enserre le village. On entre dans un village, on si on dit in paese, qu'une fois passé la croix qui se trouve sur le chemin
pour se rendre dans ce village. Autre cercle, j'essaie d'abréger, autre cercle, c'est ce qu'on appelait Ujirkulu. Mais Ujirkulu n'était pas dans tous les villages, mais en tout cas dans les villages où le territoire communal, le terrain, les biens communaux étaient très étendus. C'était la zone à l'intérieur de laquelle était interdit le package des troupeaux et qui était réservée à la culture des arbres fruitiers. Arbres fruitiers, entendons par arbres fruitiers, châtaigniers compris, bien entendu. Hein. Et enfin, le dernier cercle, c'est Agonfine, c'est-à-dire le territoire. Agonfine. Bien, c'était l'objet de la première partie de cet article. Et je disais aussi que dans la plupart des villages de Corse, qui sont pour leur quasi-totalité, en tout cas étaient, des villages de montagne, en tout cas de moyenne montagne, il y avait la langue donnait une richesse, un lexique d'une richesse très très grande, parce que, pourquoi? Tout simplement parce que sur un petit espace, il y a quantité d'accidents, de sommets, et si je reprends l'exemple de Marignana, on a sur un territoire qui va de Marignana à Porto, il y a 16 km par la route, on a plus d'une dizaine de sommets de plus de 1000 mètres, de 2300 à 40 mètres enfin. Et donc, une sorte de, comment vais-je dire, si je pense à la géologie, une sorte d'ébullition avec quantité de sommets, d'accidents, etc. Et bien entendu, une langue qui traduit cette variété, cette diversité. Et je reviendrai sur ce point-là. Donc, dans ce texte dont je parle, je n'avais pas abordé cet aspect linguistique des particularités du terrain, particularités physiques, que la langue traduisait. Je me propose de le faire très très rapidement maintenant, mais de le faire aujourd'hui, avec dans un troisième temps, je vous parlerai de ce que, dans la langue en général, on prend en compte ces particularités-là. Alors, on a beaucoup dit que la Corse était une montagne dans la mer. En réalité, ce n'est pas une montagne, mais ce sont plusieurs montagnes accolées les unes aux autres, avec un relief particulièrement hérissé et une richesse de vocabulaire pour désigner à la fois toutes les, je reviens au mot, toutes les aspérités. Alors commençons par les sommets, parce que il y a peu de littoral étendu, la plaine orientale mise à part, et quelques estuaires comme Obiano et Liamone, et bon, le reste c'est de la moyenne et de la moyenne montagne et de la haute montagne. Alors, comment dit-on un sommet? Eh bien, nous avons au monte, au gabre, au binz, a bunta, una benta, qui n'est pas toujours forcément un sommet, mais une éminence sur un flanc de montagne. Et on pourrait multiplier avec tous les suffixes pour dire la grande montagne, la petite montagne, ou Gapicciolo, ou Gapigliolo, etc. Alors voilà, un premier registre lexical pour désigner les sommets. Beaucoup plus étendu que je ne le dis, puisqu'on peut jouer avec
les substantifs pour dire le grand, le petit, l'étendue, etc. Et puis une seconde série de mots, alors un autre lexique qui désigne lui non plus seulement les sommets, mais tout ce qui concerne d'abord les zones d'altitude. Alors, bon, bien entendu, à Grèce, à Crète, à Zare, la zone de Crète, mais bien entendu aussi la zone intermédiaire, le bas de la montagne, mais pas le littoral, à mi-chemin entre le fond de la vallée et le sommet, à Radiga. On peut continuer comme cela. Mais ensuite, ce qui est plus étendu comme lexique, ce sont les accidents. Alors les accidents, comment dire les accidents? Un'elpa, c'est un accident. Qu'est-ce qu'une elpa? C'est une paroi verticale. Una galanca. Là aussi, c'est un endroit qui est abrupt, mais il n'est pas comme une elpa. Ce n'est pas une paroi lisse. Il y a des rochers, ce n'est pas praticable. On n'y va pas comme on se promène sur la route. Hein? Una galanca. Mais on a una iardia. Una iardia, c'est-à-dire une sorte d'éboulis au creux d'une vallée et qui est une sorte d'éboulis au pied de la montagne. Una iardia, mais on a aussi un diarangone. Un diarangone, qu'est-ce qu'un diarangone? C'est une sorte d'anfractuosité sur le flanc d'une montagne. Un diarangone. Una yassa. Una yassa, c'est une petite une vallée très étroite, une faille. On a un diacello, alors là c'est le diminutif, une petite faille. On a un centro. Un centro, c'est la plupart du temps près d'une rivière ou le long d'une rivière, mais même sur un flanc de montagne, c'est une anfractuosité ronde. Je ne sais pas ce que j'ai dit, ou spigo, c'est une arête. Évidemment, là aussi, spiglione, etc., etc. Autrement dit, une richesse de vocabulaire qui est le reflet ou qui essaye de rendre compte de la diversité, de la variété et de la complexité du territoire sur lequel on vit. J'oubliais Aspilonca, la gorge. Bon. Alors, ce territoire et ce territoire dont je parlais tout à l'heure, les cercles concentriques, mais hérissé de tous ces sommets, exige une chose. Il exige que l'on puisse se déplacer, puisqu'on y vit, que c'est là que l'on fait, que l'on existe. C'est là que l'on doit trouver ses ressources. Exige un réseau de chemins. Alors les chemins, ne parlons pas de la route c'est au stradone, augmentatif. On a même au stradonetto, la grande petite route. Mais bon, ce n'étaient pas les chemins, c'est récent, c'est le Second Empire, les routes en Corse. Hein. Donc les chemins, c'est a strada. Mais il y a strada mulatera, c'est-à-dire le chemin sur lequel peut se déplacer un mulet avec sa charge bas ouvert, strada mulatera, puis a strada, et puis à côté de la strada, il y a, disons, un degré au-dessous, a via. A via, sur le chemin sur lequel peut se déplacer aisément un individu, même avec une petite charge, mais malaisé pour une bête de somme avec sa charge. Et puis,
au-dessous encore, toujours dans le niveau de praticabilité, si je peux me permettre, on a l'andado. L'andado, c'est la sente. Mais ce n'est pas suffisant dans ce pays si accidenté. Il y a l'andado gabruno, c'est-à-dire la sente qui va le long d'un tunnel, pas d'une paroi abrupte. Pourquoi cabruna? Parce que la chèvre, elle, qui est un animal agile, peut se déplacer sans grand danger. Puis il y a l'andado burcino, la sente des porcs, des cochons. Pourquoi? Mais parce que les cochons peuvent passer sous la végétation. C'est donc un andado qui contraint l'homme la plupart du temps à se baisser pour pouvoir passer, même parfois se mettre à quatre pattes. Et puis il y a enfin ce qui n'est pas à proprement parler un chemin, mais un lieu de déplacement possible, c'est usiwaru. Anda a usiwaru, c'est se déplacer sur un territoire, sur une colline, mais sans qu'il y ait de chemin tracé, ni même d'andad ou de sente, comme ça, au flair en quelque sorte, a usiwaru. Et vous voyez, cette richesse de dénomination des chemins est le reflet de la complexité du territoire. J'oubliais tout à l'heure dans les accidents, j'ai cité Aspelonca, j'ai oublié de dire Urado. Urado, c'est un escarpement. J'ai oublié Ascarpa. Una scarpa, c'est une sorte de cirque dans une paroi, presque verticale, et en tout cas difficile d'accès. Et puis, toujours dans les accidents, excusez-moi, mais j'ai oublié Umissodio. Qu'est-ce qu'Umissodio? Umissodio, c'est une plateforme dans une paroi verticale, une petite plateforme où pousse un peu de végétation, un peu d'herbe, et où, très souvent, les chèvres, parce qu'elles sont agiles, on les retrouve, se jettent parfois pour aller brouter le peu d'herbe qui s'y trouve, mais dont elles ne peuvent plus sortir parce qu'il y a l'elpa d'un côté et la paroi au-dessus. Et donc, le moyen, on dit una gabra immesodiada, qui est entrée dans le sodio. Et le moyen, imaginez à quoi conduit la difficulté de survivre dans un pareil pays. Que faisaient les bergers lorsqu'ils avaient une chèvre comme cela? Eh bien, il fallait y aller à 3 ou 4, et puis il y en avait un qui se faisait encorder, qui se laissait glisser jusqu'à la plateforme, qui attachait la chèvre, ceux qui étaient restés là-haut tiraient la chèvre, puis on renvoyait la corde et on le tirait lui ensuite. Autant de mots qui rendent compte de cette diversité et des nombreux accidents du territoire. Alors, je vais abréger encore pour dire ceci. Comment la langue prend-elle en compte, vous voyez, j'abrège beaucoup, hein, comment la langue prend-elle en compte cette situation? Eh bien d'abord, il faut quand même que j'ajoute les différentes manières de désigner la pierre. Mais la pierre non pas en tant que matériau de construction, mais la pierre telle qu'on la voit. Elle peut désigner à Bédra, ça peut désigner un sommet, en tout cas le haut d'un sommet. Mais il y a à Bédra, mais il y a au scoglio, surtout utilisé
pour désigner les rochers du bord de mer, mais utilisé aussi pour désigner un rocher qui ne vient pas à la surface, mais au-dessus duquel on creuse pour implanter une maison, une habitation, une construction. C'est uskouj. On a Achap. Achap qui est un rocher un peu lisse, mais qui affleure. Et on appelle surtout Chap les rochers des rivières. Puis on a Adedia, qui est un rocher qui affleure ou n'affleure pas trop, enfin qu'on ne voit pas trop, mais il est un peu l'équivalent de uskouj lorsque l'on creuse un peu. Mais uskouj, c'est plus solide et plus large. Alors donc, comment la langue rend-elle la manière dont ces choses-là sont vécues? Eh bien, d'abord par un certain nombre de verbes que l'on trouve dans la langue courante et parfois sans même se rendre compte de la référence qu'elles impliquent. On parlait de punta. Je parlais de punta. On dit de quelqu'un s'empuntalado. Ou d'un animal, d'une bête. S'empuntalado, c'est-à-dire il s'est mis tout à fait en haut, sur la pointe. C'est impuntalas. À l'inverse, s'encalancado, il est tombé au fond d'une calanque. S'ennilpado, il est tombé au pied de la paroi verticale, de l'elpa. C'est inabizado, j'oubliais tout à l'heure, l'abizzo, c'est l'abîme. Inabizza, c'est tomber dans l'abizzo. J'ai oublié au pregiudizio, ce sont des mots plus avec une exception, en tout cas un sens plus large que les accidents dont je parlais. Donc, pregiubida, ce n'est pas se jeter au pied d'un précipice. Pregiubida, c'est être conduit à une action qui vous met dans une situation telle qu'elle peut ressembler à une chute dans un précipice. Par exemple, c'est pregiubidato, il a commis un meurtre. Il était en colère, c'est pregiubidato. C'est pregiubidato, ça veut dire qu'il a tué la personne avec laquelle il s'était heurté. Alors, il est évident que ce territoire, tout hérissé, en hauteur, ne peut que inciter la langue à parler de hauteur. On ne parle pas de plage, on ne parle pas de surface plane, sauf si l'on est, comme je disais tout à l'heure, dans les plaines d'Aléria. Hein? Et donc, il m'est arrivé un certain nombre de fois de prendre l'exemple suivant. Lors du Tour de France, puisque c'est la course la plus connue, on entend souvent parler d'un faux plat. Ah. Et comment dit-on un faux plat en Corse? Una valsagullada, une fausse montée. Donc, la langue qui dit un faux plat traduit un pays, un territoire, dont la norme est le plat, et lorsque ce n'est plus tout à fait plat, c'est un faux plat. Tandis que la langue qui dit une fausse montée traduit la perception que l'on a d'un pays dont la norme c'est la montée ou la descente, mais pas le plat. Et donc, on dit una valsagullada parce que c'est hors de la norme. On dira de quelqu'un fa alto e basso. Fage alto e basso. Il fait haut et bas. Ah bon? Ben oui, ça veut dire il fait ce qu'il veut. Il monte, il descend, il fait haut et bas. Il parle fort, il parle bas, il se met en colère, etc., etc. La référence, c'est haut et bas.
Vous connaissez tous le proverbe au monde des fatascala, a chi colle et a chi fala. Le monde est un escalier, les uns le montent, les autres le descendent. Ce n'est pas une image d'un pays plat. On dira accabuio anche a volte. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'aller vers le bas, on n'a pas besoin de pousser rien du tout. Même les tonneaux roulent tout seuls. Quelle est l'image? L'image, c'est le haut et le bas. On peut multiplier. Et s'accabugno, encore. Et puis, bon, je ne sais pas. Et donc, il me semble que, encore une fois, là, il faudrait multiplier et les commenter, multiplier les exemples pour rendre le propos plus explicite. Mais je voudrais quand même finir avec une expression, en m'excusant d'avoir été aussi bref dans chacun des aspects que j'ai évoqués, une expression qui me paraît révéler, enfin être révélatrice de la perception que l'on a de l'espace dans la plupart des villages corses. Lorsque on a du bétail en liberté, vous savez, le bétail est très souvent en liberté, et en particulier bon, les chèvres durant l'été, quand elles vont à l'estive, après la période de la traite, on les lâche, etc. Ou puis même les ânes, même les animaux domestiques sont très souvent en liberté, mais chacune de ces bêtes, ou chacun de ces groupes, fréquente un même lieu, bon. Autrement dit, lorsque le propriétaire d'un âne veut aller récupérer son âne parce qu'il va charrier du bois le lendemain, il sait à peu près où il peut aller pour retrouver son âne facilement. Ou bien ses 3 chèvres, etc. Et lorsqu'il ne le sait pas, il a une expression que j'ai souvent entendue, que je n'entends plus bien entendue, qui dit « Sai, quando te la parte così all'urba » quand tu vas aller donc chercher ton âne ou tes chèvres, que tu vas partir comme ça, au hasard, sans savoir où aller, sans but précis. Et je ne peux pas m'empêcher de voir dans Parte all'urba la référence à l'allusion inconsciente, hein, à l'URBS, la ville, et à l'éloignement que cela représente. C'est vraiment un autre monde. On ne sait pas où on va lorsqu'on va à la ville. Et on voit par cette expression-là toute l'opposition qui peut exister entre un milieu rural de moyenne montagne ou de montagne, etc., avec le monde vers lequel nous allons, d'abord avec le monde urbain, bien entendu, et Augustin Berg pourrait en parler beaucoup plus que je ne le fais, ou que je ne puis le faire, mais il me semble que cette expression-là rend bien compte de l'opposition qu'il peut y avoir, et la langue rend bien compte de l'opposition qu'il peut y avoir entre la manière dont on percevait et on organisait et on exploitait un territoire, et puis ce que la vie moderne nous a apporté. En vous priant de m'excuser pour le côté un peu abrupt et en raccourci de ce que je vous ai dit, mais je crois que j'ai atteint mon temps de parole, le bout de mon temps de parole. Merci.